Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une figure monumentale, Louis XIV. 72 ans de règne. C'est vertigineux. Absolument. Le fameux roi Soleil. On va essayer de décortiquer un peu ce règne, en s'appuyant notamment sur des infos tirées de Wikipédia, pour saisir l'essence de son pouvoir. Oui, comprendre ce personnage et l'absolutisme à la française. Alors, par où commencer? Peut-être sa jeunesse. Elle n'a pas été simple, hein. Non, loin de là. Déjà, sa naissance est vue comme un miracle, d'où son surnom Dieudonné. Et puis, il a échappé à la mort plusieurs fois. La noyade, la variole. Mais c'est surtout la Fronde, cette période de trouble entre 1648 et 1653 qui le marque, n'est-ce pas? Il est jeune, il est même humilié. Exactement. L'invasion du palais royal par les Parisiens, ça le traumatise. Ça forge sa méfiance envers la noblesse, envers Paris aussi. C'est fondateur pour lui. Et pendant ce temps, c'est sa mère, Anne d'Autriche, et surtout Mazarin qui tiennent la barre. Mazarin, son parent, son éducateur en quelque sorte. Tout à fait. Mais en 1661, Mazarin meurt. Et là, coup de théâtre. Le jeune roi annonce qu'il gouvernera seul. Et sa première décision forte, elle est spectaculaire. L'arrestation de Fouquet, le surintendant des finances. On parle souvent de sa richesse, mais l'enjeu était surtout politique, pour montrer qui commande. Précisément, Fouquet était puissant, peut-être trop. Son arrestation, c'est un message très clair envoyé à tous. Il n'y a qu'un seul maître. C'est une affirmation brutale de l'autorité royale. Et ça nous amène directement à l'absolutisme, cette idée que le roi est le lieutenant de Dieu sur terre, son pouvoir vient de Dieu directement. C'est les théories, oui. En pratique, ça veut dire qu'il décide de tout en dernier ressort. Il s'entoure de conseillers, de ministres très compétents comme Colbert ou Louvois. Oui, Il écoute les différents avis, parfois les clans s'opposent, mais c'est lui et lui seul qui tranche. Il y a une vraie centralisation du pouvoir qui s'opère. et Versailles dans tout ça. C'est plus qu'un palais magnifique, hein. Ah oui, bien plus. À partir de 1682, Versailles devient le cœur du royaume. En y faisant venir la haute noblesse, il la coupe de ses terres, de son pouvoir local. Il la transforme en... En courtisans, qui dépendent de lui pour tout. Voilà, c'est une façon de les domestiquer, de les neutraliser politiquement. Une cage dorée, si on veut. Mais cet absolutisme, il était total, sans aucune limite. Non, il faut nuancer. Le roi doit respecter les lois fondamentales du royaume. Et puis, il y a des contre-pouvoirs, même s'ils sont affaiblis. Les parlements régionaux, par exemple. Et des pratiques comme la vénalité des offices. Ah oui, le fait qu'on puisse acheter sa charge. Exactement. Ça limite sa capacité à nommer qui il veut partout. Donc son pouvoir est immense, oui, mais pas sans frein, pas sans devoir négocier parfois. Parlons un peu de l'Europe. Louis XIV est aussi un roi de guerre. L'idée du précaré, agrandir et sécuriser les frontières. Oui, la politique étrangère, c'est vraiment son domaine réservé. Il veut agrandir le royaume, rationaliser les frontières, d'où les annexions, le Roussillon, la Franche-Comté, l'Île, l'Alsace, Strasbourg, et Vauban qui fortifie tout ça, la fameuse ceinture de fer. Mais ça coûte cher, en hommes et en argent. On pense à la guerre de Hollande, qui a peut-être été une erreur. Ça a ligué l'Europe contre lui. C'est un tournant, oui. Après, il y a la guerre de la Ligue d'Augsbourg, puis la très longue et très coûteuse guerre de succession d'Espagne. Ces guerres affirment la puissance française au début, mais elles finissent par épuiser le pays. Et elles font monter une nouvelle puissance, l'Angleterre. Exactement. Et les traités à la fin, comme ceux d'Utrecht en 1713, montrent que la France doit céder du terrain, notamment dans les colonies, comme l'Acadie. Un autre aspect majeur de son règne, la religion. Il veut l'unité religieuse sous son autorité. Un roi, une foi, une loi. Oui, en tant que roi très chrétien. Il combat le jansénisme, qu'il voit comme une forme de désobéissance. Il défend aussi l'autonomie de l'Église de France face au pape. C'est le gallicanisme. Et puis, il y a la politique envers les protestants, de plus en plus dure. Ça commence par des restrictions, puis viennent les dragonnades. Une méthode brutale pour forcer les conversions. On logeait des soldats chez les familles protestantes avec mission de les pousser à abjurer. Jusqu'à la décision finale, la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Oui, l'édit de Fontainebleau. Le protestantisme devient illégal. C'est un drame humain. Des centaines de milliers de gnogos partent en exil. Souvent des artisans, des bourgeois. L'impact économique est débattu, mais la perte humaine et le tort fait à l'image de la France sont réels. Pourtant, c'est aussi le grand siècle, sur le plan culturel. Le mécénat royal explose. Molière, Racine, Lully. Absolument. Le classicisme français atteint des sommets. La langue française devient la langue de la diplomatie européenne. Versailles est le symbole éclatant de cette magnificence.
Côté économie, Colbert lance une politique volontariste, le colbertisme, pour développer les manufactures, le commerce, les colonies. Mais tout n'est pas rose. L'agriculture reste fragile. Oui, il y a de terribles famines sous son règne. Et les finances sont un problème constant, aggravé par les guerres. Et la fin du règne est d'ailleurs assez sombre, non? Des deuils familiaux terribles, la perte de ses héritiers. Oui, des deuils en cascade. Sa santé décline aussi. Et à sa mort en 1715, il laisse une France certes agrandie, avec un rayonnement culturel immense. Mais épuisé financièrement, avec une dette colossale. Et divisé sur le plan religieux. C'est ça. Un bilan très contrasté. La consolidation de l'État, une certaine idée de la grandeur française. Face aux coûts humains, des guerres, des persécutions, et un fardeau financier énorme pour ses successeurs. Tout à fait. Ce qui nous laisse avec une question, peut-être, cette quête de gloire, cette grandeur affichée du roi Soleil. Est-ce que ça valait le prix payé par le royaume et ses habitants? Vaste question. Elle continue d'alimenter les débats sur son héritage et sur la nature même du pouvoir absolu. C'est une réflexion qui reste pertinente, je crois.